Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec Laurent Lamoureux de BDO, où on va parler un petit peu d'expertise comptable et surtout de lui, comment il est arrivé jusqu'ici. Bonjour. Bonjour Florian. Je suis ravi de m'accueillir chez BDO. Et ce qu'on va faire, avant qu'on parte directement sur le passé, le présent et votre futur, je voudrais qu'on fasse un petit récap de votre vie. Donc j'ai été sur ChatGPT et vous allez me dire du coup s'il a bien travaillé pour apprendre à vous connaître. Alors, vous êtes expert comptable et maintenant vous êtes associé directeur métier expertise comptable et membre du COMEX chez BDO France. Oui, jusque-là tout est bien. Au niveau éducatif, diplômé de l'ISCBG. ICSBG, oui exactement. Et au niveau de votre carrière, alors vous avez débuté chez Arthur Andersen, vous êtes devenu associé. Après, vous avez rejoint le réseau Ernst & Young en 2003, occupant plusieurs postes de responsable, jusqu'à devenir quand même le Saint Graal, directeur de l'expertise comptable monde. Exact. Oui. Puis en 2022, petit changement, on part chez BDO pour accompagner tout ce qui est transformation du métier d'expertise comptable et en assurer le développement. Écoutez, oui, on en reparlera, mais la crise Covid est arrivée entre les deux et a fait beaucoup de changements. Je suis ravi de vous accueillir et maintenant on va aller sur votre côté passé où je voudrais savoir, quand vous étiez petit, vous vous êtes dit je vais faire expert comptable ou pas du tout ? Alors pas du tout. Si je vous disais que je voulais être expert comptable quand j'étais petit, je pense que vous auriez du mal à me croire. Alors d'abord, je suis plutôt âgé, donc je suis né en 66, donc pour tout vous dire, dans les années 80, le métier d'expertise comptable, ça rentrait pas dans les lycées, ça touchait pas les jeunes, on savait pas ce que c'était. Je voulais, comme tout le monde, être pilote de chasse, faire d'autres choses. Vous avez vu Top Gun, je pense. J'ai vu Top Gun, je l'ai vu plus tard, mais j'avais d'autres envies. En vieillissant, j'avais aussi envie d'être commissaire-priseur, et puis devant l'immensité de difficultés, d'avoir une charge, de pouvoir. Il y avait très très peu de place, très peu d'élus, donc je me suis orienté vers l'expertise comptable, non pas par choix du métier que je connaissais pas, mais par des rencontres. C'est-à-dire que, et toute ma vie, en fait, est le fruit de rencontres. Rencontre dans mon lycée, journée de carrière, je rencontre un expert comptable. Donc, tout d'un coup, on échange. Et je me dis, j'aime bien ce qu'il fait. Et là encore, on y reviendra, mais toujours s'identifier quelque part à la personne qu'on rencontre. Et c'est ça la somme des rencontres qu'on peut faire, qui va vous orienter vers un coup à droite, un coup à gauche dans votre vie, qui sont très très importantes. Je vais au salon de l'étudiant, chercher une école, je suis en terminale, et puis là aussi, un stand, une école, des étudiants, un copain qui dit tiens, on va voir le stand de l'ICSBG, et puis des étudiants sur le stand, très sympas, qui nous expliquent ce qu'ils font, qui ont l'air bien dans leur basket, heureux, et on se dit tiens, j'ai envie d'aller dans cette école. Ils ont l'air sympas. Donc vraiment un choix, au départ, sans a priori, sans rien, c'est vraiment le fruit de rencontres. À l'école, après le bac, plein de matières différentes. On apprend l'expertise comptable. Alors il y en a qui nous plaisent, il y en a qui nous plaisent pas. C'est un peu comme mes enfants aujourd'hui à l'école. Ça dépend beaucoup du prof qui vous donne envie ou pas envie. Mais comme dans le métier après, comme dans le métier d'expertise, comme dans le cabinet, comme dans le quotidien, ce sont des rencontres, des gens qui vous donnent envie ou pas envie. Donc plutôt étudiant un peu turbulent, donc des soirées, le BDE, une vie d'étudiante, un vrai bonheur, ce qui fait que j'arrive, j'ai mon diplôme et il me manque quelques UV. Je me dis c'est pas trop grave, les UV je les passerai l'année prochaine, il m'en manque 2 ou 3, on y arrivera. Service militaire, et puis un de mes amis d'école rentre chez Arthur Andersen, et au bout de 6 mois il me dit écoute viens, ils sont en train de recruter, on est en plein boom, on développe l'expertise comptable parce que c'était vraiment un mastodonte d'audit qui faisait que de l'audit. C'était le cabinet le plus prestigieux à l'époque, et qui était essentiellement avec beaucoup de grandes écoles. Donc je me dis mais comment je rentre dans ce cabinet, pourquoi pas, alors par la toute petite porte, parce que j'étais ce qu'on appelait les autodidactes chez Arthur Andersen, les gens qui n'avaient pas fait des grandes écoles. Il faut peut-être rappeler à l'époque qu'il fallait une très grande école. Les petites écoles, on avait du mal à aller sur les gros cabinets. Donc, oui. Il a fallu pousser la porte. Oui. Alors, rentrer, là, c'était une petite porte, mais une fois qu'on est dedans, on occupe l'espace. Donc, par la petite porte, mais quelque part, dans un métier qui commençait chez Arthur Andersen, qui était l'expertise comptable. Alors là, j'ai eu la chance, pendant mes premières années, d'aller sur des types de dossiers intéressants qui m'ont tout d'un coup ouvert un peu les chakras. Mais en même temps, dans cette ambiance de grand cabinet. Le grand cabinet, c'est-à-dire, on a un corps, on a des schools,
On a des promos, on fait des soirées, la moyenne d'âge est très jeune, donc on est dans le monde du travail, mais en même temps, on reste dans une ambiance post-étudiante. Donc assez agréable, et on n'a pas l'impression d'avoir fait un bond colossal, en tout cas dans le mode de vie. Donc toujours le fait de vivre avec que des gens de sa génération, que des gens de son âge, que des gens de sa promo, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Donc j'ai eu la chance de travailler d'abord sur des services pour les boîtes anglo-saxonnes. Donc je faisais la compta, les reporting, tout le déclaratif de filiales de sociétés anglo-saxonnes en France. Et vous étiez basé sur Paris ? J'étais basé sur Paris. J'ai eu la chance aussi de travailler pour des sociétés japonaises. Et ça a été un choc. Mes premiers chocs culturels, ils arrivent sur le Japon. Je suis avec des sociétés où tout d'un coup, au-delà de la barrière de la langue, on sent qu'il y a une barrière de la culture qui est très très forte. Et c'est pas que la langue. Et à la fois dans les attitudes, à la fois dans la façon de se comporter, à la fois dans la façon de dire oui, de dire non. Tout est codé, tout est différent. Et ça, c'est passionnant. Et tout au long de ma carrière, j'ai toujours été attiré par les différences culturelles et par le fait d'être au milieu de gens qui ont une vision différente, une façon de raisonner différente, des attentes différentes, et d'arriver à mettre tout ce monde dans le même chemin et avoir la même vision. Et ça, c'est absolument passionnant. Et quelque part, alors je ne vais pas dire qu'il n'y a que ce métier qui permet ça, mais ce métier permet particulièrement ça. Alors dans les grands cabinets, oui, le choc culturel avec les Japonais, j'ai eu la chance, quand je suis passé manager, de partager mon bureau avec un Japonais, un manager japonais. Alors pour les Japonais, il était déjà américain parce qu'il avait étudié 3 ans aux États-Unis, donc pour eux, ils disaient ouais, mais lui, il est un peu américain. Voilà, mais ça va dans tout, dans les codes vous apprenez beaucoup de choses. J'ai appris d'abord à reformuler aussi avec les Japonais. J'ai appris à reformuler parce que ma première expérience avec eux, je passe 1 heure à expliquer en anglais avec un staff, il y a 15 Japonais dans la salle, comment on va mettre en place un process de clôture pour arriver à faire chaque mois un reporting dans les temps, dans les dates. Et je passe un temps fou, tout le monde me dit oui, tout le monde est content, tout se passe bien, et au bout de presque 2 heures, on me pose une question, et la question montre qu'ils n'ont rien compris, et que dès le début, je suis parti à pédaler dans le vide, à leur expliquer des tas de choses, sans avoir pris la peine de reformuler à chaque fois, et de dire est-ce qu'on est bien en phase, step après step. Et là, ça vous apprend beaucoup de choses. Ça vous apprend vraiment à structurer et à vous assurer chaque fois que vous passez des messages ou vous expliquez quelque chose, que ça soit bien compris et bien assimilé. C'est extrêmement structurant, cette approche. Quelques missions spéciales, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis parti détaché 1 an comme directeur financier dans un groupe immobilier en restructuration. Donc tout ça, c'est des expériences qui m'ont à la fois permis de voir le métier d'expert comptable classique, mais aussi les cultures de pays anglo-saxons ou japonais, avec une approche très différente, avec une notion de reporting très forte. Pour les sociétés japonaises, ce qui compte, c'est d'envoyer son reporting à l'heure. C'est pas ce qu'il y a dedans. Alors, évidemment, il faut que ça soit à peu près juste, mais s'il y a quelques erreurs, c'est pas grave, parce qu'on peut se tromper. En revanche, si vous l'envoyez en retard, parce que vous voulez modifier, que vous voulez être sûr que ça soit parfait, là, vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes en retard, donc c'est tout votre process de clôture qui est pas bon. Donc il vaut mieux être pas complètement juste, mais à l'heure, que être juste, mais en retard. Une fois qu'on a compris ça, après, on travaille différemment. Mais donc tout ça, c'était des choses extrêmement passionnantes qui m'ont permis d'arriver manager et de passer manager chez Arthur Andersen. Et là, c'est une première vraie étape. Première étape parce que vous devenez, je ne vais pas vous dire indépendant, mais on vous donne un portefeuille et ensuite vous le gérez comme vous voulez et vous avez une obligation de résultat. Et le sujet n'est plus, on vous dit plus ce que vous devez faire chaque jour. C'est à vous de gérer complètement votre quotidien avec vos équipes et avec vos clients. Même si on n'est pas signataire ? Même si on n'est pas signataire, parce qu'après, il y a le contrôle de l'associé qui signe, qui regarde, mais c'est vous qui pilotez tout le processus de production au quotidien. C'est pas imposé où tout le monde fait le même. Non, ça dépend complètement de vos clients, ça dépend de plein de choses, mais le rôle de manager, c'est de gérer un portefeuille et des équipes. Voilà. Donc, de les former, bien sûr, et d'atteindre les attentes du client, d'être dans la qualité, et d'être dans les délais, d'être dans la rentabilité, au sens où il faut passer le bon temps pour les bonnes tâches, et puis surtout de faire grandir vos équipes. Dans ce métier, vous savez, le goodwill, il prend l'ascenseur tous les matins. Donc, une fois qu'on a compris ça, ça change beaucoup de choses.
on ne travaille pas dans une industrie qui a déposé un brevet à 50 ans ou qui a des machines, outils extrêmement compliqués. Non, le goodwill, ce sont les collaborateurs, ce sont les équipes. On travaille tous sur les mêmes règles juridiques, comptables, fiscales, on travaille tous avec les mêmes outils, on a tous les mêmes références. Donc qu'est-ce qui fait la différence ? Ce sont les personnes. Et une fois que vous avez intégré que finalement vous pouvez être le meilleur manager associé du monde, si vous n'avez pas les bonnes équipes avec vous, si vos équipes ne sont pas derrière vous, si vous ne les faites pas grandir, eh bien ça ne marche pas, vous n'êtes rien du tout. Vous ne gardez pas vos équipes, vous ne les faites pas, leur donnez pas le bon niveau, vous ne leur donnez pas envie de se dépasser, donc rien ne marche. Ça n'est que du management d'équipe et de personnes, et que de la relation entre personnes. Et ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école. On ne l'apprend pas du tout à l'école. Et oui. Alors comment vous êtes passé de ce technicien, expert comptable, à manager ? Il faut gérer en fait des hommes pour que ça fonctionne. Alors je pense que il y a beaucoup de gens, tout le monde gère des équipes. Je pense que pour bien gérer les gens, il faut aimer les gens. Et il faut être proche d'eux. Et alors, j'avais la chance un de mes mentors, le premier associé qui a été mon mentor, j'en ai eu 3 dans ma vie. 3 personnes que j'ai rencontrées qui ont influencé ma carrière, où j'ai pris un axe différent. Mon premier mentor, c'est celui que j'ai eu chez Arthur Andersen. Alors, on ne donne pas les noms, mais il s'appelait Maxime, quelqu'un qui m'a fait énormément grandir, qui m'a fait passer associé, qui m'a donné beaucoup de clés, qui m'a donné la clé de compréhension des équipes, la proximité. Quand je suis passé associé, avec quelques associés, il nous a payé un coaching de plusieurs jours, qui s'appelait le ProcessCom, qui existe toujours, une méthodologie qui est assez intéressante. Donc je fais cette étude et je me rends compte, on me dit, mais vous avez un profil rebelle avec derrière des couches que vous avez acquises au cours de votre vie, avec votre expérience. Donc votre base rebelle, c'est votre base de naissance. Et puis derrière, vous êtes promoteur empathique. Alors ce qui me parle pas beaucoup, mais après on comprend mieux. Mais l'empathie, elle a toujours été importante pour moi. Elle a toujours été importante d'abord de comprendre les gens, de s'intéresser à ce qu'ils font, et tout ce qui reste, c'est toujours ça. Donc, quand on a été en cabinet, quand on a fait plein de missions, qu'on a rencontré plein de clients différents, des fois c'était très sympa, des fois ça l'était pas du tout. Quand ça ne l'est pas, on se dit, allez courage, ça n'est qu'une mission. Je pourrais être le DAF et venir là tous les matins jusqu'à la fin de mes jours, donc finalement, ça n'est qu'une mission géniale. Quand ça se passe très bien, eh bien, il en reste plein de choses, mais si vous faites la somme de tous vos souvenirs, soit il vous reste des souvenirs de lieux, d'odeurs, de sons, de transport, et c'est pas très bon signe. Soit il vous reste des souvenirs de gens, des gens que vous avez rencontrés, des personnes, quand vous pensez à telle ou telle mission, vous vous souvenez de regards ou de la voix ou de discussions que vous avez avec les gens, bien là c'est bien, et là c'est enrichissant, là on a vraiment gardé quelque chose. Voilà, donc ça a drivé, oui, toute ma vie, toutes mes rencontres. Donc ma première rencontre, mon premier associé qui me fait grandir, m'apporte plein de choses et il fait comprendre que d'abord le savoir c'est bien, le savoir-faire c'est bien, mais le savoir-être c'est fondamental. Ensuite, il me fait comprendre que le rôle modèle de l'associé, l'exemplarité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Finalement, vous savez, à une époque où j'ai connu des années où le turnover était extrêmement fort, où on arrivait sur des grades de seniors, c'est-à-dire les gens qui ont entre 3 à 5 ans d'expérience, des turnovers à plus de 30% par an. C'était colossal dans ces années-là. Eh bien, quelque part, qu'est-ce qui vous fait rester ? Qu'est-ce qui vous fait rester ? Parce qu'on a tous un moment, les collaborateurs de cabinet le savent bien, on a tous des moments où on a des propositions, où on nous appelle, où on nous chasse. Alors, beaucoup moins à mon époque parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et on n'était pas approché en direct, mais des clients, des rencontres avec des clients qui nous disent j'ai envie de vous garder, venez chez moi. Donc il y a plein de moments où on se dit dans la vie, est-ce que je prends la route de droite ou la route de gauche ? Et qu'est-ce qui nous fait rester au cabinet ou qu'est-ce qui nous fait rester dans un job en général ? Je pense qu'il y a 3 critères. Le premier, c'est on continue d'apprendre. Tant qu'on apprend des choses, tant qu'on a une phase d'acquisition de savoir, de compétences, on y trouve son intérêt. Je ne vais pas vous mentir, quand je suis rentré chez Arthur Andersen, je me suis dit, comme tout le monde, et comme tous ceux qui sont rentrés, y compris les associés qui ont été après, et qui sont restés très longtemps, tout le monde se dit, je passe 3 ans. Je vais travailler beaucoup, ça va être très dur, mais j'y passe 3 ans. Je vais habiller mon CV, et puis après, je vais pouvoir me revendre et faire une très belle plus-value, et faire partie de ce club des anciens de Big
qui était un vrai network. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on reste? On reste donc parce qu'on continue d'apprendre. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on est bien dans son environnement. On a des amis sur place. On a un cadre de travail sympathique. On a une rémunération qui nous semble en adéquation avec ce qu'on apporte, en tout cas, qui nous paraît bien, même si on ne gagne jamais assez quand on est jeune. Donc, on apprend, on est bien dans son travail, dans son environnement. Et le troisième point, c'est que on a envie d'être à la place de son chef. Si votre chef, quel que soit votre métier, vous fait pas envie, si vous vous dites pas j'ai envie d'être à sa place demain, parce que je ferai des choses plus intéressantes, parce que je gagnerai plus, parce que j'aurai plus de liberté, je travaillerai pas moins, mais je travaillerai mieux. J'aurai plus de contrôle, je rencontrerai plus de gens. Si vous vous dites pas le rôle de mon chef me fait envie, vous restez pas. Dès qu'on vous fait une proposition à plus 20-30%, tout de suite vous la prenez. Mais ça va, je pense que ça va dans tous les métiers. Il faut que le chef vous fasse envie. Et le rôle modèle, toute ma vie d'associé, j'ai essayé d'avoir ce rôle modèle pour donner envie aux jeunes et aux gens en dessous d'avoir ma place un jour et quelque part de rester. Ça, c'est juste, pour moi, c'est fondamental. Il y a un facteur, par contre, qui peut poser problème, et je vais mettre les pieds dans le plat, je suis désolé. Nous, il faut qu'on ait ce fameux diplôme d'expert comptable. Donc déjà qu'on bosse beaucoup, derrière, il faut en plus qu'on ait ce diplôme pour pouvoir prétendre aller remplacer notre chef. On peut se dire, allez, je vais aller faire DAF dans une entreprise. Et l'autre facteur aussi, c'est souvent chez les bigs, les gros cabinets, on dit souvent, ça bosse beaucoup. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bosseur comme ça et vous vous êtes dit, il faut quand même que j'ai ce diplôme? Alors, je ne l'étais pas trop quand j'étais étudiant. Je peux vous dire que j'ai rattrapé mon retard quand j'ai commencé, où j'ai beaucoup travaillé. Mais, comment dire, le diplôme est important. J'ai fait l'erreur de me dire, je passerai les UV qui me manquent après. C'est extrêmement difficile. Si je peux donner un conseil à tous les étudiants, passez les diplômes, passez vos UV le plus possible d'UV avant de commencer à travailler. Parce que lorsqu'on travaille, d'abord on est à fond dans son boulot. Le peu de congés qu'on a, on est très heureux de les prendre et de se changer les idées. Et j'ai passé mes premières années à passer le mois d'août à préparer mes UV. Et ça, c'est extrêmement difficile. Plus le temps passe, plus on avance dans la vie professionnelle, plus on s'écarte des UV tels qu'ils sont aujourd'hui constitutifs du DESCF, qui sont très scolaires quelque part. Donc autant la partie du diplôme d'expertise ensuite nous donne une vraie réflexion, autant la partie purement UV, c'est très loin. Et moi, je les ai passés tard, après avoir commencé à travailler, et ça a été extrêmement douloureux pour moi. Pour se remettre dedans, et en plus, pour se remettre technique, dedans. Ouais. Voilà, il y a une technique, il faut apprendre. Alors j'avais la chance, dans mon cabinet, on faisait des séminaires l'été avec des écoles qui préparaient au diplôme pour nous préparer. Mais c'était les années où les vacances servaient à préparer ses UV et pas à changer les idées. Et ça, si on peut l'éviter, c'est quand même mieux. C'est vraiment... c'est le conseil du vieux, et surtout, passez vos UV avant et vous ne dites pas je les passerai plus tard. Ensuite, oui, on se dit je vais être directeur financier, ça sera plus simple, je n'aurai pas à passer mes UV. Alors, dans la vie, il ne faut pas faire de non-choix. Les non-choix en disant je fais ça parce que je ne veux pas faire ça, ça ne marche jamais très longtemps. Chercher la facilité, des fois, ça peut... Exactement. Alors, j'ai eu la chance, moi, de faire des missions en tant que directeur financier détaché dans le cabinet. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que le mythe du directeur financier, c'est passionnant, mais une fois que vous avez fait votre première clôture, une fois que vous faites votre premier budget, une fois que vous avez fait un cycle d'une année complète et que l'année d'après, on refait sa clôture, on refait ses budgets, on tombe dans une certaine routine. Et s'il y a quelque chose qui reste dans le métier d'expertise comptable, c'est clairement, évidemment, les rencontres avec des gens, et surtout, il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine parce que chaque client a une problématique différente, chaque client a une personnalité différente, chaque client vous fait intervenir dans un contexte différent, et tout ça, c'est juste extrêmement riche. Donc ça, c'est une chose à retenir. Donc le diplôme, il faut le passer le plus vite possible. Pas pour s'en débarrasser, attention, mais... et puis, il ne faut pas hésiter à faire des compléments, parce que, qu'on le veuille ou non, notre cher diplôme d'expertise comptable
ne nous prépare pas aujourd'hui, en 2024, au métier de demain. On en parlera après, mais le métier de demain nécessite beaucoup d'autres compétences, beaucoup de choses différentes, une ouverture d'esprit différente. Il va falloir faire bouger un peu les UV, il va falloir faire bouger un peu le diplôme parce qu'il est un petit peu dépassé aujourd'hui. Ça nous permet, je pense, moi, le diplôme, une ouverture d'esprit à tout le temps d'apprendre, peut-être. Toujours aller derrière en disant, je reste pas sur mes acquis, il faut bosser pour essayer de voir comment ça va changer. Alors, finalement, l'apprentissage du métier, on le fait dans le métier. On peut passer plein de choses, mais c'est sur le terrain. 95% de ce qu'on apprend, c'est sur le terrain. Quand je vais faire des conférences dans des écoles ou que je vais dans des forums, où je dis toujours, alors les profs n'aiment pas quand je dis ça, mais je leur dis toujours aux étudiants, vous allez vous servir de 10% de ce que vous avez appris. Voilà. Et on va vous apprendre les 90 autres. Mais dans les 10%, on vous a appris à raisonner, on vous a appris à... C'est ça qui est important. Le contenu, quelque part, il va bouger parce que les lois de finances, elles bougent tous les ans, parce que plein de choses bougent, parce qu'on vous apprend à raisonner, on vous apprend à appréhender des problèmes, à les traiter, à les mettre en équation, à les résoudre, mais c'est ça le principal. Le contenu, il est accessible à tout le monde. Donc le bachotage, il n'en reste jamais grand-chose. Du coup, vous êtes manager, on passe à l'étape au-dessus, ça y est, on a le diplôme d'expert comptable. Comment on fait pour devenir associé ? Alors, comment on fait pour devenir associé ? Chez Arthur Andersen, on disait toujours... j'avais un associé qui disait ça aux questions des étudiants, c'est quoi un associé chez Arthur Andersen ? Et on disait, un associé, un futur associé, c'est difficile à expliquer, mais c'est facile à reconnaître. Et comment on devient associé ? On devient associé le jour... Alors souvent, c'est pas une promotion, c'est plutôt une régularisation. C'est-à-dire qu'on a déjà fait ses preuves. On a déjà montré, qu'on avait une technicité forte. 2, qu'on avait un sens du management important et qu'on faisait grandir cette équipe. 3, on a montré qu'on avait une relation client de qualité et qu'on avait le sens du développement, c'est-à-dire l'écoute du client et être capable d'apporter à chaque fois la bonne solution. Et puis, un sens du développement du business, parce qu'on reste aussi une entreprise où on doit faire de la croissance, où on doit gagner des clients, où on doit grandir, on doit grossir. Et il n'y a pas de honte à avoir de la rentabilité, de la profitabilité et à gagner sa vie en faisant ce métier. Il faut pas en avoir honte. Donc on devient associé quand on a un peu tout ça. Et on devient associé lorsqu'on rentre dans une association, c'est qu'il y a déjà des associés. C'est comme dans une soirée, on veut bien inviter plein de monde, mais il faut que chacun apporte au moins plus que ce qu'il va consommer. Et quelque part, tout le monde est prêt à faire des parts de plus dans le gâteau, mais personne ne veut que sa part réduise. Donc il faut qu'on apporte plus. Et donc on devient associé lorsque l'on a montré qu'on apporte de façon significative, régulière, au cabinet, de la richesse et plus que ce qu'on va prendre. Donc voilà, comme on devient associé. C'est lorsqu'on est relutif. Est-ce que le diplôme, c'est une obligation ? Oui, c'est une obligation aujourd'hui pour signer, c'est une obligation en termes d'assurance, en termes de beaucoup de choses, donc il faut avoir ce diplôme. Donc c'est un mal nécessaire, il faut absolument l'avoir. Mais après, une fois qu'on l'a, on est quand même content parce qu'on a passé un peu de temps, on a passé un peu d'été. Quand je suis passé manager et que l'association commençait à se profiler, c'est là où j'ai voulu être expert comptable. Avant, je m'étais pas inscrit à mon stage, et lorsque j'ai vu que la perspective d'être associé s'ouvrait à moi et que surtout ce quotidien, ce métier me plaisait, je me suis mis en accéléré et j'ai dit voilà, hop, je me suis inscrit à mon stage, j'ai fait mes années de stage étant manager, et puis j'ai fait mes examens, mon mémoire. Alors, ça n'a pas fait peur, parce qu'on peut se dire déjà que je suis à fond, encore une couche supplémentaire, ou est toujours cette envie, comme vous disiez, ce côté, allez, on y va ? Non, parce que, oui, on y va. On y va parce qu'il faut y passer et parce qu'il en restera toujours quelque chose et que finalement, quand on est habitué, qu'on travaille pas mal, beaucoup, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. C'est contraignant, mais ça n'est pas difficile. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est du travail en plus. Le mémoire, voilà, c'est... j'avais mis... Vous l'avez fait sur quoi, votre mémoire ? Alors, mon mémoire, j'ai fait ça à l'époque où je m'occupais de RH aussi. J'ai fait un guide de recrutement à l'usage des petits cabinets. Donc, avec un panorama des écoles, de tout ce qui pouvait exister, des passerelles, avec un guide de recrutement pour sélectionner les motivations des candidats, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est bien, c'est pas le côté technique ?
C'est pas le côté technique et je voulais pas être dans les sujets que tout le monde prenait. Maintenant, ça reste entre nous. J'ai pas eu une note exceptionnelle et mon mémoire n'a pas été publié. Il en valait pas le coup, mais en tout cas, j'ai passé du temps dessus, c'était intéressant. Il en reste toujours quelque chose. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est de l'investissement. Ça permet aussi d'avoir une certaine rigueur. Et je pense qu'on n'y perd jamais. Ça ouvre des portes. Clairement. Et puis, de toute façon, ce diplôme, il a des bonnes choses parce qu'il va quand même nous permettre de donner à nos clients une certaine garantie de qualité, que ça soit dans les autres pays où ça s'appelle CPA ou autre. Ça reste quand même un gage de qualité, un gage de connaissance et un gage de sécurité. Voilà. Donc ça reste toujours sécurisant. Et même lorsqu'on ne veut pas être expert comptable, il ne faut pas oublier que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'un bon tiers des diplômés ne sont pas en cabinet et ne sont pas inscrits. C'est même 50% maintenant. Ou 50%, voilà. Ouais. Vous voyez, donc sont des directeurs financiers, sont l'entreprise. Et un diplôme d'expert comptable, même si on veut être directeur financier, c'est un énorme plus. Et chez les anglo-saxons, le fait d'être CPA, donc expert comptable, c'est un vrai plus. Même pour avoir un directeur financier d'une filiale ou tout ce qu'on peut imaginer, ce diplôme, il vous reste à vie et c'est quand même un vrai gage de qualité. Donc il faut le passer, même si on ne veut pas être expert comptable, je vais le dire. Je peux que confirmer ça, moi. D'ailleurs, vous êtes oui, je suis diplômé d'expertise comptable et vous ne pratiquez plus. Donc, et je pratique pas, mais ça m'ouvre des portes et ça m'a donné une certaine rigueur qui me permet d'être aujourd'hui là, à vos côtés. Bon, on devient associé, ça y est, on se dit, je vais commencer à faire mon travail d'associé. Eh ben non. Vous avez continué jusqu'à avoir le niveau France chez Ernst & Young et vous s'occuper de la comptabilité après au niveau mondial. Alors, d'abord, il m'arrive quelque chose, c'est que tout d'un coup, je passe associé, c'est en juillet 2001, et il arrive un séisme, ce qui est l'affaire Enron. Ah. Et tout d'un coup, on se dit, ça y est, je suis associé de ce magnifique cabinet qui s'appelle Arthur Andersen, où je me projette pour très longtemps. D'ailleurs, à l'époque, les associés restent à vie. On ne part pas parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'on est en pleine croissance et que c'est le plus prestigieux. Et tout d'un coup, l'affaire Enron arrive et tout s'effondre. Et le cabinet, tout d'un coup, on se rend compte que ce qu'on croyait être un bloc un roc, s'effondre comme un château de cartes. Et donc, remise en question, se disant, finalement, rien n'est acquis et rien n'est pour toujours. Ça a été un coup de massue ou pas? Ouais, ça a été un coup de massue. On se dit, waouh, j'investis, ça y est, j'y suis, mais en fait... Ça a été un coup de massue. Et on se rapproche d'EY en 2003. Donc j'étais déjà associé, j'arrive associé chez EY avec 2 legacy, donc 2 groupes, 2 Big Four, très très puissants, Big Five à l'époque justement. 2 Big Five, avec des approches totalement différentes. Même niveau de qualité, des choses très proches, mais en même temps très différentes. Avec le DRH de l'époque, on avait fait ce constat. On disait voilà, EY et Arthur recrutent les mêmes personnes. Au bout de 5 ans, ils n'ont pas gardé les mêmes. Sur des critères différents et sur une approche différente. Donc, extrêmement intéressante, passionnante. On travaille sur un rapprochement de culture. J'ai la chance, parce que le cabinet est gros, d'avoir des fonctions différentes, des fonctions transverses. Je m'occupe de recrutement, je suis responsable d'école pour l'ESG, qui est devenu le groupe PSB aujourd'hui, pour la Sorbonne. Je m'occupe de RH aussi. Je suis associé responsable RH pour la branche advisory. Je fais des choses pour du développement. On fait donc plein de choses transverses, des clients bien sûr. Je développe une compétence à l'époque sur le restructuring et l'assistance aux sociétés en difficulté. Donc extrêmement intéressante aussi, où je vois des groupes très différents, où je vois... vous savez, on dit toujours... Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 11 novembre le 11 septembre, pardon. Le 11 septembre 2001, eh bien, moi j'étais avec mes équipes, on préparait le dépôt de bilan du groupe Moulinex. Vous voyez, ce jour-là. Mais, alors... donc des dossiers très intéressants et là aussi quelque part une approche toujours un peu disruptive de crise. On intègre dans un contexte de crise où il faut trouver des solutions, où rien n'est facile, où tout le monde est un peu ébranlé, donc il faut et trouver une solution et avancer et motiver et conserver et embarquer. C'est extrêmement formateur. Donc voilà, je me retrouve, oui en effet, en grandissant, responsable de l'expertise comptable pour la France, puis dans une petite zone géographique avec le Luxembourg, le Maghreb, et puis tout d'un coup,
J'ai la rencontre la deuxième personne de ma vie qui va vraiment influencer. Il s'appelle Hayden O'Carroll. C'était un Écossais qui était un des grands patrons chez EY au niveau mondial, dans la branche taxe. Et lui, on se retrouve à travailler ensemble. Je suis dans sa zone géographique et puis il me propose rapidement, il me dit, est-ce que tu veux pas prendre la direction de l'expertise comptable pour l'Europe ? Parce que il faut le développer, parce que la France est un beau modèle. Là encore, souvent, c'est le modèle français qui intéressait. J'accepte. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et là, je commence 5 ans de ma carrière qui ont été passionnants. Puisque un an après, il m'a demandé d'être aussi responsable du monde pour l'expertise comptable. Alors, il faut relativiser. L'expertise comptable chez EY, c'était un petit business. C'était 4000 personnes et 450 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'était pas très loin des grands métiers. Mais sur 150 pays, ça restait passionnant, avec des problématiques très différentes. Alors, c'est là que j'ai eu la chance de voir et de me projeter, de voir ce qui se passe dans les pays qui sont digitaux. Dans toutes les zones géographiques, j'avais 2 grandes zones qui étaient digitales depuis très longtemps. C'est-à-dire toute l'Europe du Nord, les pays scandinaves, qui ont été digitaux à partir de 2005. Bon, vous voyez le projet Chorus qu'on a en France en 2017, où on a une grande plateforme pour les contrats publics. Les Danois et les Norvégiens, ils ont mis ça en place en 2005. Donc la technologie de la facture électronique qui arrive en France, elle tourne dans ces pays depuis 20 ans. Pays d'Amérique latine, qui pour d'autres raisons se sont mis très très vite à la facture électronique. Donc j'ai 2 blocs. J'ai un bloc scandinave qui crée une facture électronique pour fluidifier le business, pour que les entreprises travaillent mieux, pour qu'elles travaillent plus vite, pour qu'elles accélèrent leurs paiements. Et là, on a un système B2B qui est plutôt libéral, ce qu'on aura avec nos PDP en France. Et puis l'Amérique latine, qui là, sont des pays qui ont un énorme problème de corruption, de fraude à la TVA. Et là, on a des pays qui mettent un système extrêmement contraignant avec des outils reliés à l'État, et tout passe par l'État. Donc là, c'est un vrai contrôle. Pour vous donner un ordre d'exemple, au Brésil, vous ne pouvez pas livrer un client si votre facture n'a pas été approuvée par l'État. Alors, l'État n'approuve pas la véracité de la facture, n'approuve pas ce qu'il y a dedans. L'État va juste vous donner le feu vert parce qu'elle a identifié le destinataire et qu'elle sait que les 2 sont inscrits et qu'elle pourra prélever la TVA. Voilà pourquoi l'État va vous bloquer et va vous autoriser. Mais le Mexique sont des pays qui ont imposé la facture électronique très très vite, avec des approches radicales en disant, ils ont commencé en disant pour les sociétés qui font plus de 7 millions de dollars de chiffre d'affaires, la facture électronique sera obligatoire. S'il n'y a pas de facture électronique, la charge n'est pas déductible. C'est violent. Alors, vous faites ça en France, tout le monde est dans la rue, mais quelque part, l'effet, il est radical sur l'économie. Il y a un effet top-down qui est extrêmement rapide, puisque tout le monde va appeler son fournisseur en disant « je veux une facture électronique, sinon je change de prestataire ». Donc là, ça a été extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai toujours dans mon approche culturelle, j'ai vu des cultures différentes, j'ai travaillé avec beaucoup de pays différents, dans des zones géographiques qui sont des zones économiques, des zones de langage, mais qui ne sont pas toujours des zones de bonnes relations. Je donne un exemple, quand on a dans la zone russophone la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, c'est compliqué. Lorsqu'on a dans une zone med... même si c'est très vieille histoire des Turcs et des Grecs, c'est pas si simple que ça. Lorsqu'on a des Serbes et des Croates, c'est pas si simple que ça. Lorsqu'on a une zone Middle East où il y a un quart des pays qui sont en guerre avec la Syrie, l'Irak, l'Iran qui est blacklisté, tout ça c'est extrêmement contraignant, passionnant, très intéressant, mais compliqué. Donc des différences culturelles, ça c'est passionnant. La vision du métier de demain. Donc j'ai passé du temps à regarder que devenaient les experts comptables dans ces pays très digitaux. Est-ce qu'ils disparaissaient? Est-ce qu'ils évoluaient? On en parlera après, mais quelque part, j'ai vu ce qui est arrivé sur le marché de la TPE dans ces pays-là où de nouveaux concurrents sont arrivés, des comptables en ligne, des logiciels de comptables online, avec des tarifs plutôt faibles, des banques. Les banques qui sont arrivées dans ces pays très très vite.
Lorsqu'on est sur des TPE avec des comptas sur la base de la trésorerie, une banque, elle a tous les flux. Donc, il a les capacités financières de et la banque va vous dire, si vous mettez vos comptes chez moi, la compta, c'est pas gratuit, c'est offert. Bon, on se rattrape sur autre chose, sur des prêts, sur du financement, sur d'autres sujets. Donc, dans certains pays, les experts comptables qui n'ont pas vu le vent arriver, qui n'ont pas eu cette transformation, je ne vais pas dire qu'ils ont disparu, mais leur part de marché sur ce type d'entreprise s'est réduite comme peau de chagrin. Donc, c'est un vrai virage que j'ai vu, qui m'a intéressé et que j'ai surtout, que je commence à modéliser pour la France et pour nos pays d'Europe parce que ça arrive maintenant. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui vous permettent d'anticiper votre métier et ça, c'est juste une chance que j'ai eue, que peu de personnes ont et j'en suis très très heureux. Ça, c'est un vrai plus. Ça n'a pas été compliqué de se dire, tiens, il y a le petit franchise, il va arriver, il va vouloir imposer tout ce qu'il veut sur les anglo-saxons. C'est très dur. C'est très dur. Je ne vais pas vous voiler, vous dévoiler un grand scoop, mais les anglo-saxons aiment beaucoup les Français. Ils aiment beaucoup les Français pour aller au restaurant, pour boire du vin, pour échanger, pour blaguer. On a une réputation dans le travail qui n'est pas si évidente que ça. On n'a pas toujours, chez les Japonais, chez les anglo-saxons, une réputation de sérieux, au sens où on est très créatif, on est des gens brillants, mais nous ne sommes pas toujours les meilleurs pour respecter les règles, les normes. Voilà, ça c'est la vision des anglo-saxons. J'ai beaucoup appris parce que j'ai appris à préparer. Pendant des années, quand on est un peu à l'aise, quand on est plutôt à l'aise à l'oral, on met les 5 grandes idées sur un bout de papier et puis on avance. Quand on arrive dans un pays où personne ne parle votre langue, où vous êtes vraiment avec des anglo-saxons natifs, avec des Américains, avec des Anglais, avec des Australiens, avec des Irlandais, donc des gens qui parlent un anglais parfait, évidemment, puisque c'est leur langue maternelle, mais surtout, ils parlent avec 2000 mots, là où vous en avez 200, et 200, on se débrouille déjà bien avec 200 mots. Tout est plus compliqué. Tout est plus compliqué. Un jour, j'étais à Dallas, on était à un board de taxe mondiale et on était une vingtaine. J'étais le seul non-anglo-saxon. Et là, je me suis dit quand même, alors c'est flatteur parce que vous dites, quand même, pour arriver là, je sais que je ne dois pas être ridicule, mais en même temps, vous souffrez parce que c'est plus compliqué. Dès qu'on est dans des négociations un peu pointues, dès qu'on est sur des sujets où on n'est pas d'accord, dès qu'on doit mettre en avant son point de vue, dès qu'on doit convaincre les autres, quand on a moins de mots, c'est plus compliqué. On se sent moins intelligent, même si on ne l'est pas. On se sent avec un léger handicap, si ce n'est pas un gros handicap. Alors je m'en suis un peu servi. Quand il m'arrivait de dire une grosse bêtise, je disais « Sorry, I'm French », tout le monde rigolait, on passait à autre chose. Donc j'ai un peu surfé là-dessus, mais par contre, j'ai beaucoup plus préparé mes présentations. Quand c'est pas votre langue, vous dites « Bon, alors je prépare de A à Z », et je ne prépare pas seulement ma présentation, je prépare les 15 questions qu'on va pouvoir me poser. Parce que si je fais une très belle présentation et qu'à la première question, je ne comprends rien et que je suis à côté de la plaque, je suis ridicule. Donc, ça a été assez formateur. Et c'est arrivé tard, parce que j'avais déjà plus de 40 ans, mais tout d'un coup, on prend un virage, on se dit, je prépare beaucoup plus, je ne laisse absolument rien au hasard. Et on se rend compte après que quelque part, quand vous êtes comme ça, vos présentations en anglais sont meilleures que vos présentations en français. C'est triste à dire, mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Voilà, donc... Est-ce que ce poste-là, ça vous a fait changer votre état d'esprit sur le business, sur le management ? Oui, alors, c'est ce qui m'a le plus manqué quelque part. Quand on est à ce niveau de responsabilité, on ne vit qu'avec des associés qui sont tous des huiles dans leur pays et on ne voit plus les équipes. Et moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'être avec les équipes. Et ce qui me plaît dans ce métier, c'est de vivre avec des jeunes. Et dans ce métier, on reste jeune parce qu'on vit avec des jeunes et qu'on recrute tous les ans et qu'on a des jeunes diplômés et qu'on les fait grandir. Et le fait de vivre avec des jeunes vous maintient en permanence affûté, ouvert sur ce qui se passe. Lorsqu'on vit qu'avec des gens de plus de 50 ans qui sont en top de leur carrière et qui vivent en réunion et qui, pour beaucoup, c'était mon cas aussi à l'époque, ne sont plus en contact direct avec les clients, on perd un peu le contact avec le terrain et ça me manquait. Donc moi j'ai toujours essayé de rester avec une partie d'animation de mon cabinet, de la partie française, en relation avec des équipes parce que j'avais besoin de voir des candidats, j'avais besoin de faire les entretiens d'évaluation
de collaborateurs, de réfléchir avec eux sur leur plan de carrière, leur évolution. C'était important, j'avais pas envie de rester déconnecté, de me retrouver dans un groupe alors pas d'apparatchiks, mais dans un groupe de gens qui décident tout en haut, dans une tour de verre, et ça, on perd très très vite le sens des réalités. Bah, ça vient d'où ce petit truc là, dire je reste pas dans mon confort, on pourrait dire, et je veux quand même avoir les pieds sur terre. Ça vient d'où ça? J'en sais rien, ça vient de... Mais c'est bien, c'est du travail supplémentaire. Ça vient de vos parents, ça vient de plein de choses dans votre vie, ça vient de... je pense qu'on peut très très vite, si on reste pas en contact avec la base, si on reste pas en contact avec les autres, on peut vite se draper dans des certitudes et dans des choses très théoriques et se découpler de la réalité et avoir des idées qui vous paraissent géniales sur le moment et qui sont totalement impossibles à mettre en place ou déconnectées de la réalité. Donc il faut être un visionnaire, les pieds sur terre. Il faut prendre de la hauteur, mais tout en restant un terrien, parce que à un moment, la vision, il faut la transformer et il faut la réaliser. Ça, c'est pas facile. Est-ce que vous avez eu des grands défis et vous avez dû surmonter quelque chose? Comment vous avez appris ça? Des grands défis, oui, on en a toujours des grands défis. Les premiers défis qui me sont arrivés tout au long de ma carrière, ce sont les départs de mes équipes ou de mes amis. C'est-à-dire que quand on a du turnover, les gens s'en vont et puis ils font autre chose. Et puis vous vous retrouvez, vous savez, dans les 3 critères de départ, on dit j'apprends, je suis avec mes amis, je vis bien, et puis j'ai un super modèle. Et puis lorsqu'on monte, le modèle, on n'en a plus beaucoup, on devient un modèle, les amis, beaucoup sont partis, et puis on est dans une phase où on n'apprend plus grand-chose, et tout d'un coup, il faut accepter ce moment où, alors c'est pareil dans la vie pour plein de choses, ce moment où on va être dans la transmission, où maintenant c'est à nous d'apprendre aux autres, c'est à nous de faire grandir les autres. Ça vient pas tout seul. Des fois, il faut qu'on vous aide un peu, ou des fois, il faut que vous preniez une ou deux petites claques pour vous dire attention. Quand j'avais 35 ans, je suis passé associé et j'ai été voir mon boss en me disant mais je faisais référence à mon associé juste au-dessus de moi en disant mais tu sais, tant que tu auras un patron de BU qui a plus de 50 ans, il ne se passera rien. Il m'a dit oui, tu as raison. Tu as raison. Et rapidement, il m'a fait monter. Et rapidement, à 37, 38 ans, j'ai des responsabilités. À 40. Et puis un jour, toujours chez EY, à plus de 50 ans, on vient vous taper sur l'épaule en disant super ce que tu as fait là depuis 15 ans, mais maintenant, faut passer la main à ceux qui ont 35-40. Et là, je me suis dit, mais ça a passé tellement vite. J'ai pas vu le temps passer. Parce que des sujets nouveaux à chaque fois, alors, ça dépend de l'enthousiasme qu'on y met, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un de passionné, donc, mais le temps passe très vite. Et à un moment, tout d'un coup, on vous dit, mais maintenant, on arrive dans le temps de la transmission. On arrive dans le temps de, je sais pas, je rends les clés, je fais grandir les autres. Mon plus grand plaisir, ma plus grande satisfaction professionnelle, ça n'a pas été de passer associé, même si j'en étais extrêmement fier et très très heureux. Mais comme je disais tout à l'heure, quand vous passez associé, au fond de vous, vous vous dites, tout le monde se dit, mais je le mérite. Je le mérite. Enfin, ils reconnaissent ma valeur. Enfin, ça y est. Donc, on est extrêmement content, mais on se dit, ça y est, c'est fait. La vraie satisfaction professionnelle que j'ai eue, la première, et celle-ci, elle était très très forte, c'est le jour où j'ai fait passer un associé. C'est le jour où j'ai été recruter quelqu'un sur le banc de l'école, qui a été dans mes équipes, que j'ai fait grandir pendant des années, 10 ans, 12 ans, 15 ans, et un jour, je l'ai fait passer associé. Ça, c'est une vraie satisfaction. Et ce jour-là, vous vous dites, je suis un vrai associé le jour où j'ai fait un autre associé. Voilà. Avant, vous n'êtes que le détenteur, on vous passe le relais, on vous aide à prendre des clients. C'est le problème des grands cabinets, c'est que, enfin le problème, c'est pas un problème, mais la plupart des clients, ils sont là pour la marque, ils sont là parce que c'est un grand cabinet. Donc, ils vont rester où ça va bien se passer parce que vous avez un institut personnel fort. Mais ça reste le client du cabinet. On en reparlera après, mais chez BDO, l'approche est complètement différente. Donc, vous vous dites, super, je fais plein de choses, mais je ne suis pas vraiment détenteur de tout et je suis le porte-flambeau. Donc, c'est un système de stewardship qui est extrêmement efficace et qui est remarquable. Mais il y a un moment où vous dites, qu'est-ce que moi j'ai construit, qu'est-ce qu'on n'aurait pas si j'étais pas là, et là, eh bien, le fait de faire grandir quelqu'un, d'en faire un associé,
Ça, c'est une vraie victoire. Et ça a toujours été les choses pour moi qui ont été mes plus grandes fiertés professionnelles. Vous partez après de chez Ernst & Young et vous allez chez BDO. Alors, il y a une crise Covid qui arrive en plein milieu. Et tout d'un coup, je rentre de Berlin, on avait un meeting et le lendemain, on se retrouve confiné. Et ça a été un vrai choc pour moi. Alors, un vrai choc parce que j'avais des jeunes enfants, ils avaient 6 ans à cette époque-là, et je voyageais toutes les semaines aux 4 coins du monde. Alors, il y a des fois où c'est passionnant parce que c'est extraordinaire, parce on se dit c'est super, on voyage en business, on va dans un bel hôtel, on va à l'autre bout du monde, un coup on est au Texas, un coup on est en Inde, un coup on va à Singapour, un coup on est à Abidjan, après on est à Stockholm, on est à Moscou, on va acheter un cabinet à Moscou, on fait plein de choses. Mais au final, vous n'êtes pas chez vous. Au final, vous ne voyez pas vos enfants. Au final, vous vous rendez compte que vous passez à côté de choses assez fondamentales. Et cette crise Covid, j'ai eu des décès dans ma famille, des choses qui ont été un peu dures, cette crise Covid, elle vous ramène au sens des réalités. Elle ramène un peu l'église au centre du village, comme on dit, et vous dites, mais la vraie vie, c'est pas ça. Les choses les plus importantes, c'est pas ça. Alors c'est facile de dire ça quand on a vécu pendant 5 ans, qu'on en a profité et qu'on a fait plein de choses. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, non, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de partir aux 4 coins du monde. Je n'ai plus envie de ne pas voir mes enfants. Je n'ai plus envie de faire la même chose. J'ai envie de nouveaux défis. J'ai envie de choses complètement différentes. Il y a besoin de changement, de toute façon. J'ai besoin de changement. Et il y a un âge où, surtout après cet événement, vous vous rendez compte que tout change et que ça vous remet plein de choses en perspective. Eh bien, j'ai eu envie d'une vraie rupture. J'ai envie de faire autre chose. Donc, je suis parti d'EY, en très bon terme avec le cabinet. C'est le cabinet dans lequel j'ai passé 20 ans de ma vie avec des souvenirs merveilleux. Mais j'avais envie de choses différentes. Et là, troisième rencontre. On rencontre des gens. Et j'ai rencontré Arnaud Naudan, le président qui venait juste d'être président de BDO. Et troisième rencontre qui m'a fait prendre un axe dans ma carrière. J'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de l'aider, alors dans une approche différente de transmission ou d'aide, où on est plus senior. J'avais 55 ans, il avait 40 ans, donc 15 ans d'écart, et je rencontre quelqu'un qui a à la fois une personnalité que j'aime beaucoup et qui me ressemble dans certains points dans son côté entrepreneur, et proche des gens, et puis une vraie vision, un modèle, une idée, un projet. Entreprise à mission, premier cabinet entreprise à mission aujourd'hui, donc ça m'a interpellé, et pas simplement entreprise à mission au sens où on se donne des objectifs comme ça, non, c'est concrètement tous les jours, dans tout ce qu'on fait, toutes les décisions, on tient compte de ce qu'on s'est fixé, de nos piliers. Chez BDO, on s'est fixé 5 piliers qui sont de promouvoir les talents, donc, qui sont évidemment de réduire l'impact de notre activité sur l'environnement, qui est de dynamiser l'emploi et l'insertion. Ça, c'est extrêmement important. De contribuer, bien sûr, à l'épanouissement des collaborateurs. C'est le socle de tout. Et puis, quelque part, de promouvoir aussi nos pratiques responsables chez nos clients et les aider à grandir. C'est un peu nouveau pour moi parce que j'arrive dans cet environnement où ils ont déjà fait la réflexion, ils ont déjà fait l'effort, ils se sont déjà dit, pendant un long moment, ils ont rencontré leurs clients, leurs fournisseurs, leurs équipes, tout leur environnement en disant mais c'est quoi notre raison d'être ? C'est une vraie remise en question, il faut tout mettre à plat. Et quand je suis arrivé, ils venaient d'être entreprise à mission avec un objectif qui était d'être le socle et le tremplin de ceux qui investissent l'avenir. Belle devise dans nos statuts. Et surtout, une mise en place, une approche quotidienne. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis une vraie vision de ce président qui avait envie de faire un cabinet différent, d'avoir une vraie vision disruptive. Et surtout de se poser des questions qui étaient celles qui m'animaient depuis quelques années. C'est quoi le cabinet de demain ? C'est quoi la transformation de ce métier ? Parce que là, la transformation, elle est extrêmement forte. Extrêmement forte. Alors, il y a déjà 2 premiers contextes en France. C'est facture électronique qui arrive, donc des flux digitaux, et crise du Covid. Crise Covid où tout d'un coup, les directeurs financiers se sont rendus compte que on pouvait quand même travailler à distance et que si on avait quelque chose en mode SaaS et qu'on avait une facture digitale et qu'on avait un accès de n'importe où,
on pouvait commencer à continuer à travailler et faire des choses intéressantes. Et là, la culture du présentéisme, qui est une culture... Alors, c'est pas le niveau des Japonais, on en est très loin, hein, mais la culture du présentéisme, qui est assez forte en France, elle a été un peu ébranlée, et pour la bonne raison, parce que finalement, les choses ont bougé, ils se sont rendus compte qu'on pouvait travailler différemment, et les directeurs financiers se sont rendus compte de l'évolution qui les attendait. Donc, cette évolution digitale, elle transforme tout. Alors, on a plusieurs choses qui arrivent, hein. On a la transformation digitale, on a le traitement des données ESG, cette approche RSE qui change beaucoup de choses, et on a l'arrivée de l'IA. Alors, dans les pays digitaux que j'ai vus précédemment, on était juste sur le sujet digital. L'IA n'était pas encore là. Ou quand on parlait d'IA, c'était plutôt du machine learning. On n'était pas du tout sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, un cabinet qui se dit, nous avons un grand nom, nous ne sommes pas un gros dans le sens où, un big, au sens où on a d'abord plein de bureaux, plein de cabinets qui nous ont rejoints, donc un ADN d'entrepreneurs. Donc des experts comptables qui sont des vrais entrepreneurs avec leurs propres clients, avec une démarche sur le terrain et avec surtout une taille de clients qui tout d'un coup était nouvelle pour moi, des PME, TI, voire des TPE, des clients pour lesquels en face de nous on a l'actionnaire, dirigeant, propriétaire, le vrai dirigeant. Quand on est dans les grands groupes, qu'on travaille pour les grands groupes, on a toujours un directeur financier en face de nous, qui va changer demain, mais qui est un salarié quelque part. Là, on a les vrais dirigeants. Et là, on se rend compte que les entreprises, elles attendent quoi de leur expert comptable? Elles attendent quoi aujourd'hui et demain, elles attendront quoi? Elles attendront l'expert comptable qui les aide à traiter leur quotidien, c'est-à-dire toute leur compliance, c'est-à-dire tout ce qui... le déclaratif, la compta, la fiscalité, le social, la paye, l'audit, le commissariat aux comptes. Un dirigeant, il se dit, je veux être compliant, je veux est-ce que tout se passe bien, je veux pas de sujet sur ma gestion. Le deuxième besoin qu'il a, c'est que quelque part, on puisse l'aider à des moments cruciaux de sa vie, de la vie de l'entreprise. Il m'arrive un coup dur, une restructuration, un changement d'outil, une acquisition, une cession, un dépôt de bilan, changement d'activité, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des choses pour lesquelles il n'est pas habitué et la vague est un peu haute pour la passer tout seul. Donc il a besoin de conseils. Et c'est là où l'approche pluridisciplinaire que l'on a chez BDO, chez les gros, mais particulièrement chez BDO parce qu'elle est tournée vers ce mid-market, elle est extrêmement importante parce qu'on a des avocats, parce qu'on a du conseil, parce qu'on a tous les domaines et qu'on a toutes les compétences pour l'aider dans tous ses coups durs à tous les moments. Et puis vous vous rendez compte que ce type de dirigeant, la troisième chose dont il a besoin, c'est qu'on l'aide dans sa situation personnelle. C'est que l'expert comptable, c'est aussi son conseiller fiscal perso, c'est aussi celui qui va gérer sa succession, ses enfants, ses SCI, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, une fois qu'on l'aide, qu'on le sécurise sur son quotidien, qu'on l'aide à passer les gros caps et qu'on le sécurise sur sa partie personnelle, le rôle de l'expert comptable avec le dirigeant, il est juste passionnant. On est juste le vrai directeur financier. On est le conciliaire, j'aime pas ce terme parce que ça fait un petit côté mafieux, mais on est la personne la plus importante. On est le premier tiers de confiance du dirigeant. Et c'est là où ce métier, il est absolument différent du reste de tout ce que j'ai pu voir. Et c'est aussi pour ça que j'y suis resté aussi longtemps, c'est qu'on a un vrai rôle qui est extrêmement valorisant, on est écouté. Alors c'est horrible, mais chaque fois que vous allez faire une mission dans une entreprise, vous arrivez avec un rapport qui est le même que ce que dit le directeur financier depuis 3 ans, mais vous, on vous écoute parce que vous venez de l'extérieur et que vous avez un savoir-faire. Mais parfois, on dit la même chose. Mais parce qu'on est extérieur, on nous écoute beaucoup plus. Donc, on a plus de poids. C'est assez grisant, ça. Je pense que tous les collaborateurs, tous les experts comptables qui ont pu avoir ce rôle dans une réunion avec des clients en sortent assez grisés. Parce qu'on a un pouvoir de conviction et en tout cas, tout ce qu'on dit est important, et ça, c'est extrêmement flatteur. Donc, voilà. Alors, la contrepartie, c'est qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'on perd vite la confiance. Les Anglais disent toujours, j'aime bien cette expression, même si elle n'est pas très... C'est toujours la confiance, c'est comme une chasse d'eau. On peut mettre des jours, des années à la remplir et la vider en 3 minutes. Et quelque part, la confiance avec son client, c'est un peu la même chose. Donc rien n'est acquis dans ce métier. C'est aussi ce qui rend le métier intéressant, c'est que c'est pas une rente à vie, c'est que
chaque conseil à son client, eh bien, le suivant, il faut qu'il soit bon aussi. Le conseil suivant doit être bon. Et le troisième conseil doit être bon. Et dans 3 mois, il faut que vous ayez toujours la bonne solution, parce qu'il attend beaucoup de vous. Donc ça, c'est ce qui fait la force de ce métier, et c'est ce qui fait que je pense, j'en suis même certain, je referai tout exactement pareil. Ça, c'est une vraie force de se dire, est-ce que j'ai fait des mauvais choix? Pas tant que ça. Et bien justement, sur les bons choix, à quel moment vous avez dit, ça y est, et ben j'ai réussi. Ça y est, j'ai atteint mes objectifs, je suis heureux, je suis... Parce que vous n'avez pas une petite anecdote là-dessus? Ah ça y est, aujourd'hui c'est cool ce que j'ai fait. Bah, tous les jours, on a un petit peu de ça. C'est la force. C'est que tous les jours, on a un peu de ça en se disant, bah là, c'est bien ce que j'ai fait. Bah là, je suis content. Bah là, si j'avais fait ça, si je l'avais fait il y a 10 ans, je l'aurais pas fait comme ça. Et je l'ai mieux fait. Chaque fois qu'on vous dit merci, chaque fois que vous faites grandir quelqu'un, chaque fois que vous aidez quelqu'un, chaque fois que les gens vous rappellent, 1 an, 5 ans, 10 ans après, des gens que vous avez croisés, qui sont venus dans vos équipes. Aujourd'hui, je suis heureux parce que je me rends compte j'avais un beau modèle, c'est que la plupart des dirigeants des gros cabinets d'expertise comptable, des big, sont tous des gens qui viennent de mes équipes et qui sont passés par la case Arthur Andersen, EY, que ce soit chez RSM, chez Grant Thornton, chez Mazars, il y en a beaucoup. Donc je suis assez flatté, c'est que notre modèle était bon, c'est qu'on avait recruté les bons, qu'on les a bien fait grandir. Donc ça, c'est une satisfaction, mais j'ai envie de dire, tous les jours, quand un collaborateur vient, quand on fait grandir quelqu'un, quand on fait un associé, chaque fois qu'on vous dit merci, c'est une vraie victoire. Et vous n'avez pas eu, je vais prendre contre-pied, un petit peu d'amertume quand vous vous êtes dit, bah ça y est, je suis responsable monde en compta, je peux pas aller plus haut, ben je fais quoi maintenant? Si. Alors en plus, on me l'avait dit avant. On m'avait dit, lorsqu'on m'a proposé le job, on m'avait dit, attention, tu le prends un peu tôt, tu as 46, 47 ans, c'est plutôt des jobs qu'on prend à 55, tu ne pourras pas revenir en arrière, et tu ne pourras pas revenir prendre des clients et faire ton métier après avoir passé 4-5 ans à acheter, vendre des cabinets, faire de la stratégie, faire parler des Japonais avec des Chinois. C'est plus le même métier en fait. C'est plus le même métier. Donc oui, je confirme. Alors sur le coup, je m'étais dit non, on verra, mais si c'est intéressant. Puis en fait, oui, c'est vrai. Il y a des cliquets. Et rapidement, on se dit c'est top, je suis en haut, je surfe, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors tant qu'on est dans le haut de la vague et qu'il y a du courant et que le surf avance vite, on se pose pas trop cette question-là. Et puis à un moment, on se dit ouais, alors après, je fais quoi? Quand arrive la crise Covid et que vous vous retrouvez chez vous, confiné, avec des choses qui finalement sont extrêmement importantes, vous vous dites, je suis tout en haut, je ne peux que redescendre. Alors, mais c'est aussi parce que je suis toujours dans le même problème, c'est que je n'ai pas conscience de mon âge, et que dans ma tête, j'ai toujours 35 ans, et que quand on vous dit, mais tu en as 55, donc maintenant, il faut transmettre, donc maintenant, il faut... Vous dites, bah non, j'arrive là. Vous savez, un peu comme quand ça me fait penser à mes enfants quand ils commencent à prendre la console de jeu. Ça fait, on leur dit, ok, on fait 30 minutes. Au bout de 45 minutes, je dis, bon, on arrête, mais papa, je commence juste là. Je m'échauffe. Je m'échauffe, voilà. On a l'impression qu'on vient juste de commencer. Donc, oui, ça fait un peu peur, mais en même temps, on se dit non, on est convaincu qu'il faut faire autre chose après. Que c'est une vraie rupture. Oui, quand on était tout en haut, mais si on prend bien ce passage et qu'on est conscient qu'on est passé quoi qu'il arrive, quel que soit son métier, dans une phase de transmission, d'accompagnement où on fait grandir les autres, eh bien, on le vit très bien. On le vit très bien. On le vit d'autant mieux que on rencontre des gens qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie d'aider, comme j'ai pu avoir chez BDO. Et dans ce cas-là, ça devient extrêmement naturel. Et c'est un véritable accomplissement. Et on se dit, finalement, est-ce que aujourd'hui, ça n'est pas la phase la plus intéressante de ma carrière? Ça se prépare? Non, ça se prépare pas, ça vient. On est prêt, on n'est pas prêt, mais si on n'est pas prêt, ça arrive assez vite quand même à un moment. Si vous n'êtes pas prêt, les autres se chargent de vous préparer et de vous le faire comprendre. Donc c'est entre vous et vous. Il faut avoir cette paix intérieure où on se dit, j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux et j'ai été au plus haut de ce que je pouvais. Maintenant, j'ai pas envie de faire une descente dans le même manège
ça m'intéresse pas, il faut changer de manège et faire autre chose. Est-ce que le cercle familial, ça a aidé un petit peu à se dire, bah là, j'ai aussi les pieds sur terre, les enfants me disent, papa... Oui, bien sûr, ça aide. Moi, j'ai la chance d'avoir une épouse extrêmement compréhensive, qui m'a toujours soutenu, qui même lorsqu'elle avait des jumeaux qui avaient 6 mois, 1 an, c'était très très dur, et que je partais à l'autre bout du monde pour 4 jours, elle a toujours été là, elle m'a jamais toujours soutenu, ça aide beaucoup, c'est évident. L'environnement, oui, on prenait toujours le fruit de son éducation, des gens qu'on a rencontrés, des amis qu'on a, c'est la somme de tout. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on est, on est un peu, on diffuse, mais on reçoit aussi beaucoup, donc on est en permanence par capillarité avec son écosystème et son environnement familial, amical, professionnel. Donc c'est la somme de tout ça qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment on fait pour s'organiser, pour faire la même chose que vous? Comment ça se passe une journée avec Laurent Lamoureux? Alors, on a plein de choses. Alors moi, j'ai beaucoup de chance chez BDO, c'est qu'on est sur 50 bureaux dans toute la France. Donc, aujourd'hui, on est plus de 2000 et donc on travaille beaucoup en Teams et on échange avec des gens on peut avoir des équipes qui sont sur 5 lieux différents et ça, c'est extrêmement agréable. Donc, ça permet d'être au bureau quand il faut rencontrer des gens, d'être à distance de chez soi lorsque on fait des teams toute la journée et que finalement on a besoin d'avoir du silence et d'être au calme. Ça permet de voyager, d'aller dans des bureaux et qu'aujourd'hui, j'avoue qu'en vieillissant, je préfère prendre mon train très tôt le matin et rentrer le soir ou le lendemain matin plutôt que de prendre l'avion le dimanche midi pour l'Asie et rentrer une semaine après et pas avoir vu mes enfants. Donc je trouve un équilibre extrêmement agréable. Donc comment on fait? On a d'abord une super assistante qui vous prend les rendez-vous, qui vous bouche les petits trous, qui font que tout est optimisé. On a, alors j'ai appris avec les anglo-saxons et les japonais à commencer à l'heure et à terminer à l'heure. Ça c'est la base de tout, ce qui n'est pas toujours le propre des Français. On est souvent en retard les Français. Avec les anglo-saxons, ça commence à l'heure précise et à l'heure suivante ou à l'heure prévue, ça se déconnecte et on s'arrête. Et tout ce qu'on ne s'est pas dit, on l'attend la prochaine ou on rédige un gros mémo. Donc, être précis sur ses horaires, être bien organisé. Vous savez, c'est comme tout ce qu'on fait avec passion et quand on a du plaisir, on ne voit pas le temps passer et on n'a pas l'impression que c'est compliqué. Donc, comment on s'organise? Très, très naturellement. Alors, c'est beaucoup plus facile de s'organiser quand on a 35 ans d'expérience que quand on débute. Donc, non, ce sont des journées extrêmement agréables. Moi, j'ai plaisir le matin à me lever, à venir au bureau, aller visiter des bureaux, à me connecter. J'ai toujours vraiment un plaisir fort. Quel conseil on pourrait donner aux nouvelles générations qui voudraient faire la même chose que vous? Aller jusque tout en haut. Alors là, je peux leur dire une chose, c'est que ça dépend pas de leur école, ça dépend pas de ce qu'ils ont fait. Parce que moi, j'ai commencé par une petite école par rapport à l'écosystème dans lequel j'étais, avec des ingénieurs et des grandes écoles. C'est pas une question d'école, faut pas avoir honte de son passé. Le passé, nous sommes la somme de ce qu'a fait notre passé. Donc, notre passé, c'est nous-mêmes. Donc, faut pas avoir peur d'avoir honte de ce qu'on fait. Faut pas se dire, il y a rien, ça c'est impossible, ça j'y arriverai jamais. Il faut quand même prendre du plaisir. Si on n'a pas du plaisir, on n'arrive pas à faire une carrière intéressante et aller où on veut si on a la boule au ventre tous les matins. C'est pas possible. On peut avoir la boule au ventre pour une mission, mais ça n'est qu'une mission. Si on a la boule au ventre tous les matins, il faut changer. C'est pas possible. Donc c'est naturel. Dès qu'on est bien, vous savez, on arrive toujours dans un groupe, on reflète l'image de ce qu'on a. On est de mauvaise humeur le matin, on a loupé son train, son métro, on était sous la pluie en scooter, on est fatigué, on arrive, on a l'impression que tout le monde est contre nous et que l'ambiance est mauvaise. Vous arrivez de bonne humeur, vous avez l'impression que tout le monde est de bonne humeur. Donc on a toujours le reflet de l'image qu'on apporte. Donc quelque part, les conseils, c'est d'avoir du plaisir, c'est d'être bien où on est, c'est d'avoir des amis dans le travail. C'est une relation d'abord humaine. Et ensuite, une vraie motivation. Quand on est motivé, et puis pensez toujours au coup d'après. Moi, j'ai toujours pensé au coup d'après. Ça, c'est important. Alors, pas dans le mauvais sens, au sens où je me contente jamais de ce que j'ai, mais je veux toujours le plus. C'est pas ça. C'est le coup d'après,
c'est quoi le next step, c'est quoi l'évolution de ça, et mon client, une fois que j'aurai fait ça, il me demandera quoi, et mon collaborateur, une fois que je lui aurai appris ça, je lui ferai faire quoi. C'est ça, le coup d'après. Et ben moi, j'aimerais avoir le coup d'après pour votre futur. Quels sont vos projets pour cette année ? Alors cette année, plein de beaux projets. D'abord, on a changé d'outil pour coller aux besoins de nos clients. On s'est dit chez BDO, on voudrait que le passage à la facture électronique soit un non-événement pour nos clients. Non-événement, ça veut dire comme le passage à l'an 2000, comme l'euro, comme le DSN, des choses où finalement, je me repose sur mon expert comptable, sur mon cabinet, il va gérer pour moi et il va prendre les bonnes mesures. Donc on a choisi une solution qui s'appelle Pennylen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, si vous ne connaissez pas, vous connaîtrez bientôt parce que ça reste une très très belle histoire. Et aujourd'hui, on les qualifie de la nouvelle licorne française, mais je pense qu'ils le méritent. Et on a une équipe extrêmement jeune avec beaucoup de vision. Donc, on a choisi Pennylen pour être en avance, pour avoir eu quelque chose d'abord tourné pour nos clients, pour que nos clients sentent que la facture électronique, c'est un non-événement. Pour qu'ils tout d'un coup se rendent compte que la compta 3.0, c'est autre chose. On a un accès direct, on voit ça sur son smartphone, on a une vision qui est beaucoup plus claire, on a des tableaux de bord intelligents et surtout, l'expert comptable de demain, fort de l'expérience des autres pays digitaux, doit apporter autre chose à son client. D'abord, évidemment, de la compliance, évidemment, de l'exactitude dans les chiffres, mais sur une autre vision. C'est l'immédiateté. On n'est plus dans l'expert comptable qui demain va vous appeler en disant j'ai besoin de vos documents et puis je vous donnerai votre bilan dans 2 mois et puis non, là le sujet c'est l'immédiateté. On est digital, on intègre les flux tous les jours, donc la trésorerie, les factures, vous devez être capable sur votre smartphone de voir tous les soirs où vous en êtes dans votre position grâce à l'outil que votre expert comptable vous a mis chez vous. Donc c'est l'immédiateté, c'est de la donnée extra comptable. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir de la donnée extra comptable, et pas simplement dans l'approche RSE pour beaucoup de choses. Donc, la facture électronique va nous permettre de voir non plus le montant d'électricité que vous avez payé, mais les kilowattheures que vous avez consommés. Vous êtes une boulangerie, c'est pas la somme de farine que vous avez achetée, mais les kilos de farine, des tas de choses qui vont vous permettre, en allant chercher des informations un peu partout, sur les salaires, sur la compta, sur certaines déclarations, sur des parties extra-comptables d'une facture, où on va pouvoir demain data cruncher les kilowattheures si on veut, des choses complètement différentes. C'est d'avoir de la donnée extra-comptable. Et de mélanger de la donnée financière avec de l'extra-comptable, et enfin avec du benchmark. Ça, c'est la force qu'on aura demain, c'est qu'on aura aussi du benchmark. Donc, une approche sectorielle, régionale, horizontale, verticale, tout ce qu'on peut avoir. Et quand vous allez voir un client et vous lui présentez ses comptes, si vous restez à lui dire toute votre vie, mais vous avez fait plus 2,1% par rapport à l'année dernière, et que le sujet c'est N-1, vous n'y apportez pas grand-chose. D'abord, en général, il le sait, il connaît cette réseau, il voit où il en est. Si par contre vous lui dites, voilà comment vous vous situez par rapport à vos concurrents dans tel secteur, dans telle région, voilà des ratios intéressants qui ne sont pas du tout des ratios comptables. Si on reste sur les seuls intermédiaires de gestion du PCG 82, on ne va pas apporter grand-chose. Donc ce qui intéresse, chaque fois que vous portez quelque chose à un client, plus le cabinet est gros, plus il vous dit « mais je suis comment par rapport aux autres ?» Parce qu'il sait que vous avez d'autres clients qui lui ressemblent. Donc il va toujours avoir une approche de benchmark. Donc c'est ça le sujet de demain, c'est aussi d'apporter du benchmark et du prédictif. Le prédictif, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir assez de data, assez de recul, avec de l'IA notamment, pour avoir une approche prédictive. Aujourd'hui, quand on fait un budget, on ne fait pas du prédictif, on met en forme un objectif. On se donne un objectif de croissance, on voit quelques tendances, mais on ne fait pas du vrai prédictif. Donc demain, le sujet, c'est ça, c'est de l'extra-financier, du benchmark et du prédictif. Et là, on va arriver à une valeur ajoutée totalement différente. La tenue compta, la compta vaut plus grand-chose. Demain, j'avais écrit un article, ça avait fait un peu sursauter quelques personnes, en disant la compta, la tenue de comptabilité, le traitement des flux, ça vaut 0 demain. Dans les pays digitaux, ça ne vaut plus rien. Ça arrive de la banque, le circuit de facture électronique, il arrive directement. Donc la valeur ajoutée, elle se déplace sur autre chose. Sur du conseil, sur, je vous disais, du prédictif, du benchmark, tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça le sujet de demain.
Donc mes objectifs, d'avoir les bons outils. Donc Penny Lane, c'est un vrai beau socle, mais on voit d'autres sujets, d'autres solutions qui sont intéressantes. C'est d'être au cœur de ce qu'attendent les clients demain. Mais les clients aujourd'hui se rendent pas compte parce qu'ils sont dans un écosystème typiquement français. Donc on se fait un devoir chez BDO de leur donner ce qu'ils vous demandent pas encore, parce qu'ils savent pas que ça va arriver. Mais on leur donne d'avance et on va les amener digitaux avant les autres. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et puis de créer une relation de confiance encore plus forte. Et là, c'est la force qu'on a, c'est qu'on a plus de 100 associés qui sont tous des entrepreneurs dans leur marché local, dans leur ville, dans leur région, des acteurs importants et qui ont tous une relation forte avec leurs clients, de confiance. Et ça, bâtir quelque chose, une solution pour ces entreprises demain qui soit digitale et qui soit en avance sur son temps, quand on a ce socle d'associés très ancrés avec leurs clients, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est le b.a.-ba et c'est super. Et donc, j'ai à la fois trouvé un cabinet qui a une implantation, qui a un vrai institut personnel avec des vrais entrepreneurs, mais qui est assez extrêmement souple et qui, à travers son dirigeant et son équipe dirigeante, ont envie d'avancer vers demain. Donc on a un peu tout ouvert et j'ai l'impression si j'avais le choix, je repartirais pour 20 ans, mais le temps tourne et je suis pas là pour 20 ans. Et bien justement, ça annonce la nouvelle question. Et dans 10 ans, on fait quoi dans 10 ans ? Dans 10 ans, je vais avoir le temps de passer, d'être encore plus avec mes enfants et puis d'aller dans mes passions qui sont un peu différentes de la finance. Et voilà, donc dans 10 ans... pouvoir toujours donner des conseils aux jeunes, toujours faire un peu, pourquoi pas, des piges, être un peu consultant pour aider BDO s'ils ont besoin de moi sur des points précis, mais aider les jeunes, s'occuper plutôt de projets associatifs. Voilà, les sujets de l'inclusion ont toujours été des sujets importants pour moi. Mon épouse est secrétaire générale d'une association qui construit une école au Congo pour les orphelins. Et donc voilà, ce sont des sujets qui sont passionnants pour moi et donc je passerai du temps là-dessus, oui, clairement. Du bénévolat pur, mais fort de toute mon expérience et avec toujours autant de plaisir. Et bon, on vous remercie, mais juste avant de vous laisser, j'aimerais vous proposer de jouer au jeu Confession intime pour que les auditeurs apprennent à mieux vous connaître. Alors l'objectif, c'est que je vous pose une question et vous me répondez seulement par un plus ou un moins. Allez. Niveau charge de travail, est-ce que vous travaillez plus ou moins de 50 heures par semaine ? Moins. Alors plus quand il faut, mais c'est pas tout le temps. Je travaille moins que mon président. Au niveau du cercle social, avez-vous plus ou moins de 10 amis proches ? Proche, moins. Au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez plus ou moins de 8 heures par jour ? Moins. Congé annuel, est-ce que vous prenez plus ou moins de 5 semaines de vacances par an ? Plus. Combien ? Je sais pas, alors on n'est jamais vraiment en vacances parce qu'on est toujours un peu connecté, mais j'essaye de pouvoir me donner l'impression d'avoir beaucoup de vacances en pouvant me déplacer lors des vacances scolaires avec mes enfants et donc de travailler... Voilà, quand on travaille au bord de la mer, même si on fait 6 heures ou 7 heures de Teams ou de réunion, on a travaillé mais différemment. Donc je ne prends pas 10 semaines de congé, mais la flexibilité qu'on s'est imposée nous donne l'impression d'avoir plus de souplesse et d'être plus présent avec les gens qu'on aime. Et la dernière, envisagez-vous de prendre votre retraite à plus ou moins de 65 ans ? Moins. La retraite à 100%... avant 65 ans, enfin ou 65 ans, l'arrêt d'activité intellectuelle et sociale, j'ai envie de dire jusqu'à ce que je puisse en faire. 70, 75, 80, pourquoi pas. Eh ben on vous remercie parce que là c'était un super échange, on a appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir. Écoutez, c'était très très agréable. Oui. Merci beaucoup Florian en tout cas. Et ben à bientôt. À bientôt. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.